Mon mari m'a demandé le divorce le jour de Noël, et sa famille s'est mise à applaudir. Mon mari m'a demandé le divorce le jour de Noël, et sa famille s'est mise à applaudir comme si c'était un spectacle. Ce que j'ai fait après, ça les a littéralement réduits au silence. Ça s'est passé l'an dernier, et honnêtement, je digère encore tout ça. J'avais 34 ans à l'époque, et mon ex-mari, Evan, qui avait 32 ans, a choisi le pire moment pour lâcher sa bombe. On était chez ses parents pour le dîner de Noël. Toute sa famille était réunie, sa mère, son père, son frère Logan et sa sœur Sienna. Tout le monde riait, on faisait sauter les bouchons de champagne, bref, l'ambiance typique d'un Noël sans drame. Puis Evan s'est levé, a tapé son verre avec une cuillère pour attirer l'attention, et a annoncé qu'il avait quelque chose d'important à dire. J'étais persuadé qu'il allait partager une bonne nouvelle, peut-être parler d'un bébé, ou d'un projet qu'on avait ensemble. Mais pas du tout. Il m'a regardé droit dans les yeux et a lâché. Je suis heureux d'annoncer que je vais divorcer de cette perdante pathétique. La pièce est devenue silencieuse d'un coup. Et 2 secondes plus tard, sa famille a explosé en applaudissements. Sa mère s'est jetée dans ses bras. Enfin, mon fils. Tu mérites tellement mieux. Son père a levé sa coupe comme s'il proposait un toast. Logan et Sienna applaudissaient comme si Evan venait de remporter un prix. Evan, lui, continuait son petit discours sur sa patronne, Avery, qui voulait l'épouser et qui, selon lui, le traitait comme un roi. Il expliquait qu'il avait hâte de commencer sa vraie vie. Logan a lancé une blague. On dirait que Noël est arrivé en avance cette année. Moi, je suis juste restée assise. Je n'ai pas crié, pas pleuré. Evan a balancé les papiers de divorce sur la table et m'a dit de signer. Sa mère a ajouté. Laisse-le vivre sa vie. Arrête de t'accrocher à ce qui ne t'appartient plus. Je me suis levé calmement, j'ai fermé mon manteau, j'ai pris les papiers et je lui ai dit. J'espère que ta nouvelle vie te traitera exactement comme toi tu m'as traité. Puis je suis sorti marcher dans la neige. Ce qu'aucun d'entre eux ne savait, c'est ceci. Quand j'ai rencontré Evan 5 ans plus tôt, il était serveur et peinait à payer son loyer. Un soir, il avait renversé du vin sur mon chemisier et s'était excusé une centaine de fois. C'est comme ça qu'on a commencé à parler. Je suis tombée amoureuse de lui, profondément. On s'est mariés dans le jardin de ses parents, sous des guirlandes lumineuses, avec un petit gâteau et une cérémonie modeste. Il ne m'a jamais vraiment demandé ce que je faisais dans la vie. Je lui avais dit que je travaillais dans la gestion de projets, ce qui n'était pas totalement faux, mais je laissais volontairement certains détails de côté. Il y a 2 ans, son père a été diagnostiqué avec un cancer très agressif. Les factures médicales les tuaient littéralement. On parlait de centaines de milliers de dollars. Evan pleurait presque chaque nuit, certain que sa famille allait tout perdre. J'ai passé un simple appel téléphonique. Le lendemain matin, toute la dette avait disparu. L'hôpital leur a annoncé qu'un donateur anonyme avait tout payé. Ses parents parlaient d'un miracle. Moi, je parlais d'amour. J'ai aussi ouvert en secret des cartes de crédit à leur nom, via mon entreprise, en les faisant passer pour un programme d'aide. Personne ne s'est jamais demandé d'où venait l'argent. Ses frères ont obtenu des emplois dans des entreprises appartenant à mon groupe, mais bien sûr, Evan ne m'a jamais demandé comment c'était possible. Et puis est arrivé le jour du divorce, 1 mois après Noël. On était au tribunal. Evan est venu entouré de toute sa famille, fier comme s'il se rendait à une remise de trophée. Le juge a finalisé la procédure. Je n'ai contesté aucune clause. Evan a refusé toute pension. Il a même dit qu'il ne voulait pas de mes pièces de monnaie. Quand on est sorti, tout a basculé. 3 SUV noirs et une Rolls-Royce se sont arrêtés devant le bâtiment. Des hommes en costume hors de prix en sont sortis. Logan a murmuré quelque chose comme « On dirait, ce n'est pas Monsieur et de Carter Holdings ». Et Sienna a reconnu des employés de sa propre entreprise. Tous se sont dirigés droit vers moi. L'un d'eux m'a serré la main et s'est placé à mes côtés, comme pour me signifier que j'étais la personne qu'ils attendaient.
Je me suis retrouvé debout sur les marches, à regarder Evan et sa famille célébrer leur victoire, la neige qui tombait doucement autour de nous. Mais je ne sentais même plus le froid. Je sentais juste un grand vide, là où mon cœur existait encore autrefois. Logan est passé près de moi avec un sourire suffisant. Maintenant que mon frère t'a largué, tu pourras peut-être te trouver un boulot dans une de ces boîtes de construction dont tu parlais. Je n'ai rien répondu. J'ai juste observé les SUV et la Rolls-Royce, impeccables, alignés devant le tribunal. Les freins ont sifflé, puis les portes se sont ouvertes en même temps. Le premier à descendre, c'était Thomas, PDG de Carter Holdings. Je l'ai reconnu immédiatement. Forbes avait publié un article sur lui le mois dernier. Ensuite est sortie Margaret Chan, PDG de Rexford Communications. Puis Richard Blackwood, de Blackwood Capital. Et enfin, dans le dernier SUV, c'était elle. Catherine Lowell. Elle portait un manteau en cachemire noir qui valait sans doute plus cher que la voiture de Logan. Ses cheveux, relevés dans un chignon impeccable, ne bougeaient même pas malgré le vent. Chaque pas sur ses talons résonnait comme un verdict. Les cadres se sont alignés derrière elle comme une formation militaire. Logan a soufflé à Sienna. C'est bien monsieur, non? Evan avait arrêté de sourire. Sa mère restait bouche bée. Son père plissait les yeux, totalement perdu. Les dirigeants se sont avancés vers moi. Thomas m'a tendu la main. Madame, désolé pour le retard. Le trafic depuis le siège était infernal. Je lui ai serré la main sans un mot. Margaret Chan s'est inclinée légèrement. Richard Blackwood m'a donné un dossier en cuir. Tous les documents que vous avez demandés sont ici, vérifiés et signés. Puis Catherine a pris la parole. Et quand elle parle, tout le monde se tait. Je lui ai dit doucement. Vous êtes en retard. Elle a souri, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. Le timing, c'est tout. Elle s'est tournée vers la famille de Evan, toujours figée sur les marches, et a ajouté. Madame Harrington, ou devrais-je dire Mademoiselle Thompson, maintenant que vous êtes officiellement divorcée? Evan a cligné des yeux, complètement perdu. Qui êtes-vous? A demandé Evan, complètement désorienté. Catherine s'est présentée d'une voix nette, tranchante comme une lame. Catherine Lowell, associée principale de Lowell Communications. Et accessoirement, propriétaire de Carter Holdings, Rexford Communications et Blackwood Capital. Elle a laissé un petit silence dramatique avant de poursuivre. En résumé, je possède les 3 entreprises où travaillent vos parents, votre frère et votre sœur. On aurait pu entendre un flocon tomber. Mon propre cœur battait tellement fort que j'avais l'impression que tout le monde pouvait l'entendre. De quoi parlez-vous? A hurlé sa mère, la voix tremblante. Catherine a sorti son téléphone, a fait défiler quelques informations, puis a tourné l'écran vers Evan. Voici l'hôpital où votre père a été traité il y a 2 ans. Vous vous souvenez de cette dette médicale qui a disparu comme par magie? Le père de Evan s'est avancé, le visage livide. Le donateur anonyme. Ce n'était pas anonyme, a coupé Catherine d'un ton sec. Elle m'a désigné d'un simple mouvement de main. C'était elle. Elle ne s'est pas arrêtée là. C'est elle aussi qui a organisé les cartes de crédit dont vous pensiez qu'elles venaient d'un programme caritatif. Et c'est elle qui a obtenu les postes de Logan et Sienna dans mes entreprises. Logan n'arrivait plus à trouver sa voie, un miracle en soi. Sienna avait les larmes aux yeux, mais ce n'était clairement pas de la peine. C'était de la panique. Evan balbutia. C'est impossible. Elle travaille dans la construction. Catherine eut un rire léger, presque élégant. Dans la construction, oui. Mais en tant que directrice. Pas une employée lambda. Elle a laissé tomber la bombe suivante sans changer de ton. Votre ex-femme est la directrice des opérations de toute ma division immobilière. Elle a supervisé 20 immeubles commerciaux en 3 ans, chacun évalué à plus de 50 millions de dollars. J'ai vu Evan essayer d'assimiler l'information.
Sa bouche s'ouvrait et se refermait comme un poisson hors de l'eau. Mais, ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. Catherine n'avait pas fini. Elle est aussi actionnaire. Elle détient des parts dans 3 de mes sociétés. Sa fortune personnelle tourne autour de 47 millions de dollars. C'était comme regarder la vie de Evan s'écrouler en temps réel. Ses genoux tremblaient. Il a fini par me demander, d'une voix presque inaudible. « Pourquoi tu ne nous as jamais rien dit ?» C'est là que j'ai enfin parlé pour la première fois depuis la sortie du tribunal. Parce que je voulais que tu m'aimes pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Je me suis entendu dire ça, et j'ai réalisé que c'était peut-être la plus grosse erreur de ma vie. Son père brisa le silence, les yeux brillants et humides. Tu as sauvé notre famille. Tu as tout payé. Tu nous as aidés quand on n'avait plus rien. J'ai hoché la tête. Oui, je l'ai fait par amour. Parce que je pensais que nous étions une famille. Catherine s'est avancée, se plaçant légèrement entre nous comme pour me protéger. Oh, c'était famille, dit-elle d'une voix glaciale. Ces mots flottaient dans l'air froid comme une sentence. Evan baissa les yeux. Sa mère tenta de parler, mais aucun son n'en sortit. J'ai respiré profondément, sentant la neige fondre sur ma peau, et j'ai su que c'était la fin d'un chapitre. Joyeux Noël, ai-je dit. J'espère que votre vraie vie commence maintenant. Puis je suis monté dans la Rolls-Royce, laissant Evan et les siens figés dans la neige, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Je ne me suis jamais retourné. Je revois pourtant encore la chaleur des guirlandes rouges et dorées qui entouraient la salle à manger ce soir-là, l'odeur du vin chaud, les rires qui s'éparpillaient au-dessus de la grande table en bois. C'était Noël, ce genre de soirée où tout semble figé dans une bulle parfaite. J'avais mis une robe bordeaux que Evan prétendait aimer. Enfin, c'est ce que je croyais à l'époque. Sa mère découpait la dinde, son père faisait des blagues sur les bouteilles de vin, et Logan filmait, pour les souvenirs. J'étais assise à côté de Evan, ma main reposant sur la sienne. Il m'avait souri en me servant du champagne. Et j'avais eu cette pensée idiote, je suis chanceuse. Puis il s'est levé. Le tintement de son verre contre la fourchette a traversé la pièce, et tout le monde s'est tu. J'ai une annonce à faire. Sa voix avait cette gravité étrange. J'ai vraiment cru qu'il allait annoncer une bonne nouvelle. Peut-être ce voyage qu'on rêvait de faire, un projet qu'on attendait, quelque chose de joyeux. Mais il m'a regardé avec un vide complet dans les yeux, et j'ai compris avant même qu'il ouvre la bouche. Le coup est tombé. Je suis heureux d'annoncer que je vais divorcer de cette pathétique perdante. Les mots m'ont frappé comme une gifle glacée. Le silence n'a duré qu'1 ou 2 secondes. Puis les applaudissements ont explosé. Oui. Des applaudissements. Sa mère lui a sauté au cou. Logan riait. Sienna continuait de filmer, ravie. Comme s'il assistait à une scène de comédie. Mes doigts sont devenus insensibles. Evan continuait à parler de cette femme merveilleuse, sa patronne, qui voulait l'épouser. Il disait qu'il allait enfin vivre la vie qu'il méritait. Personne n'a posé les yeux sur moi. J'étais invisible. Un fantôme. Il a sorti une enveloppe et l'a posée devant moi. Les papiers du divorce. Tu n'as qu'à signer. Et sa mère, avec son éternel sourire pincé, a ajouté. Laisse-le vivre, chérie. Arrête de t'accrocher à ce qui n'est plus à toi. Je me suis levé lentement. Mon cœur cognait dans mes tempes, mais ma voix, elle, était parfaitement stable. J'espère que ta nouvelle vie te traitera comme toi tu m'as traité, Evan. J'ai fermé mon manteau, pris les papiers et traversé le salon sans un mot. J'ai claqué la porte derrière moi. Dehors, la neige tombait en silence, presque douce. Chaque pas sur le sol gelé résonnait comme une façon de me libérer. J'ai levé les yeux vers le ciel, et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai rien ressenti. Ni colère. Ni tristesse. Juste un vide calme. Le genre de vide dans lequel on peut reconstruire une vie entière.
Quand la porte s'est refermée derrière moi, les rires à l'intérieur continuaient de vibrer dans ma tête, comme une chanson impossible à étouffer. Je marchais sans vraiment savoir où j'allais, les flocons se coinçant dans mes cheveux, mes mains serrées autour de l'enveloppe. Les papiers du divorce. Le trophée de sa victoire. La nuit était tellement silencieuse que j'entendais le craquement de la neige sous mes bottes. Chaque pas me ramenait à une seule vérité. C'était fini. Pas un mot d'amour. Je crois que le moment où tout a basculé reste gravé dans ma mémoire comme une scène dont je n'aurais jamais voulu être le personnage principal. Il n'y avait eu ni explication, ni geste humain. Juste une humiliation publique servie avec des coupes de champagne et des applaudissements aussi tranchants que des lames. Après ça, j'ai pris le bus pour rentrer à l'appartement. Personne ne m'a adressé un regard, et quelque part, c'était peut-être une bénédiction. C'est tellement plus simple de s'écrouler intérieurement quand personne ne te voit tomber. En franchissant la porte, j'ai été frappé par l'odeur familière de Evan, son parfum, son après-rasage, ce café beaucoup trop fort qu'il préparait chaque matin. Le sapin du salon clignotait faiblement, comme si lui aussi avait perdu sa raison d'être. Sous les lumières vacillantes reposait encore son cadeau, emballé dans ce papier argenté, avec l'étiquette « Pour toi, mon amour ». Je l'ai fixé longtemps, incapable de tendre la main. Puis un rire m'a échappé, un rire creux, cassé, presque inquiétant. Ce cadeau n'avait plus aucune signification. Nous non plus. Je me suis laissé tomber sur le canapé, les coudes appuyés contre mes genoux, mes épaules se sont affaissées comme si leur propre poids devenait trop lourd. Je n'ai pas pleuré. À la place, une fatigue immense m'a enveloppé, ce genre d'épuisement qui t'écrase quand tout ce que tu croyais solide s'effondre d'un coup. Alors j'ai inspiré profondément, essayé de rassembler mes pensées, décidé que je ne me transformerais pas en ce qu'ils voulaient que je devienne. Je ne leur donnerai pas ce plaisir. J'ai ouvert l'enveloppe. Les papiers étaient là, froids, administratifs, déjà signés de sa main. Il avait tout orchestré, jusqu'au choix du jour. Noël. Je les ai reposés calmement. Puis j'ai allumé mon véritable ordinateur, pas celui qu'il connaissait, mais mon appareil sécurisé, isolé, utilisé uniquement pour mon travail personnel. L'écran a affiché un logo discret, Lowell Communications. Et juste en dessous, mon nom complet. Harper Thompson, directrice des opérations, division immobilière internationale. C'est là que j'ai souri pour la première fois de la soirée, un sourire minuscule mais bien réel. Je me suis rappelé qui j'étais. Pas la femme qui venait d'être jetée comme un déchet, pas la pathétique perdante dont ils avaient ri. Non. J'étais la femme qui détenait, dans l'ombre, bien plus de pouvoir qu'ils ne pourraient jamais imaginer. La neige tombait encore dehors, calme et régulière. J'ai observé la ville à travers la fenêtre, et dans mon reflet, j'ai formulé une promesse silencieuse. Ils ne sauront jamais quand ni comment, mais ce soir-là, ils ont applaudi leur propre erreur. Avant tout ça, il y avait eu la lumière. Je revois cette soirée comme un heureux accident, le genre de rencontre qu'on croit réservée aux films. C'était un mardi de printemps. Je sortais tard d'une réunion en centre-ville, épuisé, dans un quartier qui sentait la pizza et l'averse. Evan était serveur dans le restaurant où j'avais décidé de dîner. Je l'avais remarqué tout de suite, ses gestes maladroits, son sourire nerveux, ses yeux bleus qui se dérobaient dès que je les croisais. Quand il a renversé du vin rouge sur mon chemisier, il a paniqué, bafouillé des excuses et m'a ramené tellement de serviettes que j'aurais pu ouvrir une blanchisserie. J'aurais dû m'énerver. Mais j'ai ri. Et c'est là que tout avait commencé. Il m'a offert un dessert pour se rattraper. J'ai accepté, juste pour prolonger la conversation. On avait parlé jusqu'à la fermeture, musique, livres qu'il n'avait jamais lus, rêves qu'il ne croyait pas vraiment atteignables. Il m'avait dit qu'il voulait une vie simple, mais vraie. Et j'ai cru que je pouvais être cette personne. Pendant des mois, il m'a fait sentir vivante. Pas Harper Thompson, la dirigeante. Juste Maddy. Celle qui riait, cuisinait, oubliait les contrats et les chiffres.
Il n'avait jamais posé de questions sur mon travail, et j'avais laissé faire. Je me contentais de dire que je gérais des projets immobiliers, ce qui n'était pas un mensonge, juste une version supportable. Et il avait l'air amoureux de ce qu'il croyait être moi. Les débuts avaient été beaux, nos soirées à cuisiner, nos balades sous la pluie, sa façon presque émerveillée de me regarder rire. Il me disait: quand tu souris, tout devient plus simple. Il venait d'un univers tellement différent du mien. Modeste, chaleureux. Sa mère faisait des tartes comme dans les pubs de Noël. Son père racontait toujours les mêmes histoires au repas. Ils étaient un peu bruyants, souvent intrusifs, mais ils s'aimaient sincèrement. C'était une famille, une vraie. Quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis longtemps. Alors je m'y étais attaché. À eux. À lui. Et quand il m'avait demandé de l'épouser, j'avais dit oui sans hésiter. On s'était mariés dans leur jardin, entourés de guirlandes et de rires. Ma robe était simple, blanche, sans luxe. Je voulais être comme eux, normal. Quand il a glissé l'alliance à mon doigt, il a murmuré: je ne te laisserai jamais tomber. Je l'avais cru. J'aurais mis ma vie sur la table pour ça. Mais les promesses, même les plus sincères, s'étouffent facilement dès que la vie devient compliquée. Le premier hiver, son père, Richard, a reçu un diagnostic brutal, cancer du pancréas. Un mot qui envahit une maison comme une ombre épaisse. En quelques semaines, la joie qui les définissait s'est évaporée. Les rires lors des dîners sont devenus des silences lourds et des factures froissées. Les traitements coûtent une fortune. Leur assurance ne couvrait presque rien. Evan s'épuisait, travail, hôpital, nuit blanche à tenter de résoudre des équations financières impossibles. Un soir, je l'ai trouvé assis par terre dans la cuisine, les mains dans les cheveux. Ils vont tout perdre, m'a-t-il dit. La maison, les économies, tout. Je m'étais agenouillé près de lui. Laisse-moi m'en occuper. Il avait refusé. Ce sont mes parents. C'est à moi de trouver une solution. Mais j'avais déjà décidé. Le lendemain matin, j'ai appelé Catherine Lowell, ma supérieure, mon amie depuis 10 ans. Elle connaissait ma double vie, épouse d'un serveur, mais aussi directrice des opérations d'un empire immobilier. Je lui ai expliqué la situation, ma voix tremblante. Elle s'est contentée de demander: combien? Je lui ai donné le chiffre, honteuse presque. Considère que c'est réglé, a-t-elle répondu. On fera passer ça pour une contribution philanthropique. Personne n'a besoin de savoir. Et le lendemain, la dette avait littéralement disparu. L'hôpital avait reçu un virement de plusieurs centaines de milliers de dollars. Ils avaient parlé d'un miracle. Je revois encore le regard de Richard, les yeux humides, murmurant: Dieu existe. Je n'ai pas eu le courage de dire la vérité. Evan m'avait serré dans ses bras avec une reconnaissance presque douloureuse. C'était mon cadeau pour eux. Mon secret. Mais ce n'était que le début. Ils se sont habitués à cette chance mystérieuse. Logan voulait un poste mieux payé, il l'a obtenu. Sienna rêvait d'un job en communication, un simple appel, un CV envoyé à mes bureaux, et elle a été embauchée dans un autre département. Leur mère a reçu une carte de crédit et d'aide familiale, prétendument d'une fondation alors que c'était une simple carte affiliée à l'une de mes sociétés. Je pensais bien faire. Je croyais les aider. Mais quelque chose s'est mis à pourrir doucement. Les remerciements ont disparu. Les miracles sont devenus normaux. Attendus. Et Evan changeait aussi, plus léger, mais d'une légèreté fausse, comme s'il croyait que toute cette stabilité lui était due. Je le regardais parfois en cherchant l'homme du début, celui qui m'avait promis de ne jamais me laisser tomber. Il existait encore, quelque part, mais recouvert par une couche de confort et d'orgueil. Et à chaque virement bancaire, sans le vouloir, je le poussais un peu plus loin de moi. J'étais devenu leur ange gardien invisible. Mais les anges finissent toujours par se brûler les ailes. Pendant un temps, j'ai cru que tout allait bien.
Les repas du dimanche avaient presque un parfum de film de Noël, vin, bougies, rire. Mais ce n'était qu'un vernis. Le bois en dessous craquait déjà. Les signes étaient subtils, conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais, chuchotements à la cuisine, regards que je n'arrivais pas à interpréter. Evan passait plus de temps sur son téléphone, disparaissait plus souvent pour le travail. J'essayais de me convaincre que c'était la fatigue. La vérité? J'avais peur. Pas qu'il me trompe. Mais qu'il devienne un étranger. Une nuit, je lui ai demandé. « Tu es heureux, Evan ?» Il avait haussé les épaules. « Bien sûr. Pourquoi tu demandes ça? » Je ne sais pas. Tu sembles loin, parfois. Il avait ri, un rire froid. Peut-être parce que j'en ai marre de devoir prouver ma valeur. Ces mots m'avaient frappé en plein cœur. Je m'étais tu. Plus tard, j'avais entendu sa mère murmurer à Sienna dans la cuisine. Il mérite une femme à son niveau, pas cette étrangère qui se croit meilleure. Je m'étais figé derrière la porte. Sienna avait répondu. Tu crois qu'elle cache quelque chose? Les femmes comme elles cachent toujours quelque chose. J'avais compris alors que, peu importe ce que j'avais fait pour eux, je resterais toujours l'autre. L'intruse. Celle qui avait eu de la chance. Quelques semaines plus tard, Evan avait commencé à parler de Avery. Une collègue. Elle est brillante, disait-il. Elle me comprend. Chaque fois qu'il prononçait son nom, quelque chose se fissurait en moi. J'avais cherché cette Avery en ligne, scruté son sourire parfait, ses photos où elle posait trop près des autres. Elle avait ce regard sur d'elle que j'avais perdu quelque part entre l'envie d'être aimé et la peur de déplaire. Je n'ai rien dit. Pas encore. Mais je sentais la terre se dérober. Pour notre 3e anniversaire de mariage, je lui avais préparé son plat préféré. Il était rentré tard, imprégné du parfum d'une autre femme. Je lui avais demandé s'il voulait parler. Pas ce soir, avait-il répondu. Tu compliques tout. C'est là que j'ai compris, quelque chose s'était brisé, pas d'un coup, mais après une accumulation de silence, de mensonges minuscules, et d'un amour mal placé. Noël approchait. Je n'ai jamais aimé cette fête, trop de faux sourires, trop de promesses emballées. Mais cette année-là, j'avais voulu y croire. Comme chaque année, nous étions invités chez ses parents. La maison brillait comme un magazine de décoration. Je m'étais dit que peut-être que ce Noël-là serait différent. J'avais choisi un cadeau pour chacun. Un vin rare pour son père. Un livre d'art pour Sienna. Un stylo de collection pour Logan. Et pour Evan, une montre gravée d'un seul mot, toujours. Quand je lui ai tendu le paquet, son regard était vide. Sans émotion. Le dîner avait commencé normalement. Quelques toasts, quelques souvenirs. Evan semblait impatient, nerveux presque. Puis, au moment du dessert, il s'est levé et a tapoté son verre avec sa cuillère comme dans les films. J'ai cru, l'espace d'un souffle, qu'il allait annoncer une bonne nouvelle. Une réconciliation. Une seconde chance. Mais les mots qui ont suivi ont claqué comme un fouet. Je suis heureux de vous annoncer que je vais divorcer de cette pathétique perdante. Un silence brutal. Puis des applaudissements. Sa mère avait crié de joie. Enfin, mon fils. Tu mérites mieux. Son père avait levé son verre. Sienna avait ri. Logan avait sifflé. Et moi, j'étais là, immobile, les doigts crispés autour de ma serviette, le cœur glacé. Evan avait continué, fier, presque triomphant. Il avait parlé d'une autre femme, sa patronne, Avery. Il disait qu'elle l'aimait comme un homme devrait être aimé. Et tout le monde souriait, admiratif. J'aurais pu hurler. Pleurer. Les frapper un par un. Mais je n'avais plus rien à dire. Je m'étais levé tranquillement, attrapé les papiers qu'il avait jetés sur la table. J'espère que ta nouvelle vie te traitera comme toi, tu m'as traité. J'avais enfilé mon manteau,
ramasser mon sac et quitter la maison. Dehors, la neige tombait en silence, lourde et épaisse, comme un rideau tiré sur la scène de ma vieille vie. Je m'étais arrêté au bout de l'allée, j'avais inspiré profondément et je m'étais promis de ne pas pleurer. Pas cette fois. Ils ignoraient totalement que la pièce ne faisait que commencer et que j'en écrivais la fin. Les jours qui suivirent avaient un goût de cendre. Je fonctionnais par réflexe, marchais, respirais, avançais. Tout me semblait étranger. Sur les réseaux sociaux, les gens posaient joyeusement devant leur sapin. Mon téléphone, lui, restait silencieux. Aucun message. Aucune explication. Juste du vide. J'ai rangé les décorations une à une, puis j'ai placé au fond de la boîte la montre que Evan n'avait même pas ouverte. J'ai refermé le couvercle. Définitivement. Je ne suis pas du genre à rester à terre. Les larmes ne nourrissent personne, et la douleur, quand on la polit assez longtemps, finit par devenir une arme. Un matin, devant le miroir, j'ai compris. Ce n'était pas une vengeance criarde que je voulais. Je voulais quelque chose de propre. De silencieux. De précis. Une vengeance chirurgicale. De retour au bureau, personne ne posa de questions. Chez Lowell Communication, la vie privée ne fait pas partie des conversations. Catherine Lowell m'avait simplement dit. Vous semblez plus légère, Harper. J'avais répondu calmement. J'ai perdu un poids inutile. Elle avait souri. Alors bienvenue parmi les vivants. Les semaines qui suivirent, j'ai plongé dans le travail, chiffres, plans, réunions. Je reprenais le contrôle de tout ce que j'avais mis de côté pour Evan. Et plus j'avançais, plus je me rappelais qui j'étais avant lui. Mais une chose restait en moi, une colère froide. Pas celle qui brûle. Non. Celle qui anesthésie, qui attend patiemment. Ils dépendaient tous de moi sans le savoir, son père, sa mère, Logan, Sienna. Tous, directement ou indirectement, employés par des filiales de Lowell Communication et des postes que moi, j'avais facilités. Et je me suis demandé ce qu'il se passerait si ce soutien invisible disparaissait. J'ai rouvert un dossier, Projet Lyra. Un développement immobilier stratégique. Evan travaillait dessus sans savoir que le projet appartenait à ma division. L'ironie parfaite. Je n'ai rien dit à Catherine. Pas encore. J'ai simplement commencé à préparer le terrain. Catherine m'avait toujours appris que les meilleures victoires sont celles que l'ennemi applaudit avant de réaliser qu'il a perdu. Et j'étais prête à applaudir. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. L'appartement vide résonnait au rythme du tic-tac de l'horloge, rappel cruel des années perdues à construire la vie d'un autre. Mais cette fois, j'allais jouer aux échecs. Et j'étais la seule à connaître les règles. Je me suis attaqué à Logan en premier, un employé médiocre dont le contrat reposait sur des chiffres truqués que j'avais, autrefois, validés pour l'aider. Sans moi, il n'était qu'un stagiaire surpayé. Un simple email anonyme au service des audits internes. Objet, incohérence budgétaire, dossier Logan W. Harrington. Une petite graine plantée. Le chaos ferait le reste. Puis j'ai ouvert le dossier de Sienna, assistante marketing dans une filiale de Rexford Communication. La fameuse Boss Babe. Je n'avais pas besoin de trafiquer quoi que ce soit. Il me suffisait d'autoriser une réévaluation du personnel sous contrat temporaire. Elle figurait sur la liste. Le mail était parti à 3h12 du matin. Pour le père, c'était plus délicat. Il était malade, fragile. Saboter brutalement ses soins aurait été cruel. Mais réduire doucement sa pension complémentaire via un ajustement du programme caritatif? C'était pédagogique. Un rappel que les miracles ont un coût. Et pour Evan? Son nom se trouvait toujours dans la base de données du projet Lyra. Son fameux ticket vers la reconnaissance. Le projet dont il parlait comme de sa grande chance. J'ai ajouté une note interne. Risque de conflit d'intérêts avec le consultant Evan Harrington, réévaluation nécessaire. Une seule ligne. Parfois,
une seule ligne suffit à ruiner une carrière. Le matin arrivait lorsque j'ai quitté le bureau. La ville s'éveillait lentement, les lumières s'allumant derrière les fenêtres. Je marchais dans le froid avec un café brûlant entre les mains, et une sérénité étrange m'a envahi. Ce n'était pas de la haine. C'était une réclamation. Je reprenais ce qu'on m'avait volé, le respect, la dignité, le contrôle. Et pour la première fois depuis longtemps, un sourire sincère s'est glissé sur mon visage. Les premiers effets ont frappé dès le lundi matin. Logan avait reçu un email du département des audits. Son visage était devenu blanc comme la neige fraîche lorsqu'il avait couru au bureau du directeur. Quoi? Non. C'est impossible. Ses mains tremblaient. Personne n'était là pour le sauver. Sienna, elle, n'avait compris que lorsqu'elle avait tenté d'ouvrir les portes de son bureau. Son badge avait clignoté en rouge. Elle avait tambouriné à la porte de son supérieur. C'est une erreur. Rendez-moi mon badge. Mais les systèmes avaient été mis à jour. Elle n'existait plus dans la base de données. Pour la première fois, elle était vulnérable. Le père de Evan avait remarqué une baisse étrange dans sa pension complémentaire. Il avait appelé sa banque, paniqué. Mais je comprends pas. La voix de l'autre côté du fil avait répondu calmement. C'est normal, monsieur Harrington. Les ajustements ont été approuvés par le comité. Il avait raccroché, tremblant. Et Evan fut le dernier à tomber. Un appel du siège. Projet Lyra. Conflit d'intérêts. Réévaluation immédiate. Son avenir, son ego, ses plans, suspendus au-dessus du vide. Il avait appelé Avery. Il y a un problème. Respire, Evan. Je gère. Mais elle n'avait aucun pouvoir sur ce qu'elle ne comprenait même pas. Les jours qui suivirent, les réseaux sociaux s'étaient enflammés. Logan et Sienna, incapables de poster quoi que ce soit lié à leur travail, cherchaient du soutien auprès d'amis. Evan tentait de masquer son humiliation mais son regard le trahissait. Pendant ce temps, je regardais. Sans bruit. Sans provocation. Juste une justice silencieuse. Et alors que j'esquissais mes prochains coups, une satisfaction douce m'avait envahi. Ce Noël qu'ils avaient utilisé pour m'humilier devenait le point de départ de leur chute. Et moi, pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. 1 an plus tard, le cercle était bouclé. Evan, Logan et Sienna avaient perdu leurs illusions de contrôle. Les parents de Evan, autrefois 6 sur 2, regardaient maintenant la neige tomber depuis leur manoir, avec une inquiétude qu'ils n'avaient jamais connue. Quant à moi, j'étais enfin sorti de ce piège qu'ils avaient construit autour de moi. Ce Noël-là, j'avais tout planifié avec attention. Pas de grande décoration, pas de repas démesuré. Juste moi, mon appartement, quelques bougies, un petit sapin et un silence parfait. J'avais reçu des nouvelles des uns et des autres, Logan et Sienna, licenciés ou suspendus, incapables de comprendre comment leur vie avait basculé. Evan, désormais écarté du projet Lyra, m'avait supplié, laissé des messages auxquels je n'ai jamais répondu. Mais le clou du spectacle avait été la lettre que j'avais adressée à sa famille quelques jours avant Noël. Joyeux Noël. Vous m'avez humilié l'année dernière. Aujourd'hui, je vous rappelle que le pouvoir n'est pas toujours celui qu'on croit. Je vous souhaite des fêtes pleines de réflexion et de sagesse. Harper. Ce soir-là, j'ai bu un verre de vin en solitaire, regardant les lumières de mon sapin danser doucement sur les murs. Chaque reflet me rappelait que j'étais enfin libéré de leur jugement, de leur mépris, de leur emprise. J'ai pensé à Evan et à sa famille, à toutes leurs trahisons, toutes leurs petites cruautés et j'ai souri. Pas un sourire de revanche bruyante, pas une explosion dramatique. Juste la paix. Le calme de savoir que leur monde s'était effondré exactement comme je l'avais voulu, doucement, silencieusement. Cette année-là, je m'étais offert un cadeau. Ma liberté. Ma victoire. Mon premier vrai Noël depuis longtemps. J'ai posé mon verre,
regardez la neige tomber sur la ville et j'ai murmuré. Joyeux Noël, Harper. Tu as gagné.